Auditeur d'actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes. Comme annoncé, notre invité de ce matin, c'est le docteur Gilbert Tcholenganou, l'ancien nouveau secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, Saint-Fort. Il a été reconduit, je ne dirais pas reconduit, mais plébiscité à l'unanimité par les membres qui lui ont renouvelé leur confiance puisque il était le seul candidat en lice vendredi dernier. Docteur Gilbert Tcholenganou, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour aux auditrices et auditeurs de Victoire FM. Et voilà, vous avez suivi le journal sur votre radio ce matin. C'est vrai, vous n'êtes pas acteur politique. Cependant, professeur Robert Dussé a dit que le Togo peut ambitionne d'ailleurs de rejoindre l'AES et que plus de 70% du Togolais vont être d'accord. Je pense que ces propos n'engagent que lui. En termes de pourcentage, j'en sais rien. Et donc moi, pour l'instant, je ne me prononce pas sur ces aspects politiques. Oui. L'AES est une organisation qui existe, la CEDEAO en est une, mais le Togo est d'abord dans la CEDEAO pour l'instant. Oui. Et donc je crois que ce sont des propos qui engagent le ministre des Affaires étrangères. Et c'est pourquoi il le dit. Voilà. Mais Donald Trump, lui, retourne à la Maison Blanche ce 20 janvier. Et le monde peut-être est en train de redouter des chamboulements qui vont... Et l'Afrique sera peut-être... qui va payer les pots cassés. Le monde est déjà chamboulé, Joachim. Oui, oui. La CEDEAO, on voit l'AES qui sort. La guerre Russie-Ukraine. Trump qui arrive, qui a des ambitions expansionnistes parce qu'il veut récupérer le Groenland et ainsi de suite. Donc vous comprenez que le monde est dans une situation complexe. Et sur le plan géopolitique, je crois que bien avisé sera ce politicien qui pourra prédire demain. Donc, nous devons retenir notre... Non, c'est incertain. Moi, je pense que au point où nous en sommes, l'avenir du monde est assez incertain, à moins que les premiers responsables de ce monde ne se parlent et se disent qu'en fait, il n'y a rien d'autre que la vie humaine, quoi, et la préserver. Sinon, si ce sont les ambitions aussi bien expansionnistes ou bien politiciennes de conquête qui doivent animer les gens, je crois qu'on est très mal barré. Et nous avons appris au Bénin, à côté ici, le FA, à l'issue des Vaudou Day, ça prédit quand même que le FA autorise Talon à briguer un troisième, disons un nouveau mandat. Rapidement, le porte-parole est monté au créneau pour dire non, le FA c'est le FA. La Constitution reste la Constitution, elle n'autorise pas et Patrice Talon ne briguera même pas un seul jour de plus. Alors le président s'entend aussi la persistance des rumeurs, lui-même il rend encore le silence et dit jamais, jamais cela. Si, j'ai suivi votre journal et j'ai suivi l'élément en question où il réaffirme que dans leur constitution, il est dit que dans la vie d'une personne, elle ne peut briguer plus de 2 mandats. Voilà. Peu importe le type de république ou le nombre de républiques, elle ne peut briguer plus de 2 mandats. C'est probablement le cas aussi pour Donald Trump, qui a été président avant, qui revient maintenant, qui ne pourra plus être président après. C'est le cas de Mahama au Ghana, qui avait été président avant, et qui revient actuellement, qui ne sera plus président après. Et donc, je crois que oui, la précision a été importante d'être faite pour pouvoir éviter toute polémique ultérieure. En tout cas, le président l'a dit, il n'oubliera plus un troisième mandat. On espère qu'il tienne parole. On espère qu'il tienne parole. Surtout le mot est lâché. Revenons donc à notre domaine ou à votre domaine plus précisément. Il semble que la méningite est en train de faire rage. Vous les acteurs, les praticiens hospitaliers, quel est au juste qu'est-ce qui se passe au juste? Non, c'est la période, c'est la saison. C'est une maladie saisonnière qui arrive souvent. Et donc, on la prévient par les vaccinations, voilà, et tout ça. Et c'est pour ça que le ministre de la Santé, dès que les premiers signes d'aggravation sont apparus, il s'est déplacé directement sur les lieux, parce qu'il y était la semaine dernière, jusqu'au week-end. Et donc, je pense que... Mais c'est une première. Par rapport... Oui, en tout cas, avec ce ministre, nous avons les
des codes qui sont brisés. C'est-à-dire que c'est un ministre qui va sur le terrain, qui essaie d'être proche de ses collaborateurs et qui va voir les choses, contrairement à ce que vous savez du passé. Je n'avais pas envie de citer mes contemporains, mais bon, tout le monde saura de qui je parle ou bien de ceux dont je parle. Voilà quand même une manière de faire qui est assez intéressante. Donc il y est allé, il est auprès des acteurs, auprès de ses collaborateurs pour pouvoir coordonner la riposte sur le terrain. Et je pense que nous pouvons maîtriser cette épidémie qui semble naître au niveau du Nord. En tout cas, c'est notre souhait. Et nous aussi, très prochainement, nous nous déplacerons pour pouvoir apprécier la réalité des faits. Voilà. Et nous imaginons un peu, voilà, les acteurs, les agents de santé sont là, dans leurs travaux de routine, et voilà le ministre qui apparaît pour rester à leur côté. Et ça fait quoi moralement et puis... Non, moralement c'est un booster. Bah oui, ça fait du bien de voir que on a rompu avec les mauvaises habitudes, de voir que nous sommes dans une disposition, même si c'est vertical, on a une horizontalisation de la collaboration, c'est-à-dire celui qui est au sommet de votre ministère descend quand même pour voir avec vous les réalités qu'il connaît déjà, parce que c'est un médecin, c'est un titulaire de chaire d'anatomie pathologie. Il a travaillé au CHU Tocoin, il était au CHR Lomé commune et affecté après au CHU Campus avant d'être nommé ministre de la Santé. Donc c'est un acteur quotidien des réalités. Et voilà, donc je pense que aujourd'hui, cette marque de fabrique qui est la sienne, d'essayer d'être proche, d'être toujours à l'hôpital, tout en étant au ministère et en exerçant ses fonctions ministérielles, je pense que c'est une très bonne marque. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté qu'il faut encourager. Même lors des fêtes de fin d'année, il était également au CHU. Il a circulé dans les sens et c'est assez intéressant. Fasse Dieu qu'il continue comme ça et qu'il ne se laisse pas... C'est votre prière? Bah, c'est ma prière constante, quotidienne, parce que non, il faudrait qu'il garde le cap et que rien d'autre ne puisse le faire changer de cap. Voilà, c'est ma prière. À condition aussi que ce ne soit pas du bling-bling. Non, ça ne pourrait pas être du bling-bling parce que nous sommes là pour le lui rappeler. Bah oui, nous sommes là pour le lui rappeler. Et s'il doit s'écarter du chemin, ben nous le rappellerons gentiment. Parce que nous, les syndicats, c'est ce que nous demandons. C'est-à-dire nous voulons de l'action. Nous ne voulons pas des incantations ou de la littérature sanitaire. Cette phase-là est finie. Voilà au moins le temps de l'action qui a sonné et nous apprécions cela. Mais donc, nous restons, dit le chef de l'État a entendu, nous restons très prudents et nous sommes vigilants. Oui, le chef de l'État a écouté nos supplications, d'autant plus qu'il y a eu 10 ans de traversée du désert, comme le peuple d'Israël. Nous commençons par essayer de voir un peu la terre promise. Voilà, c'est notre espoir. Alors, Dr Gilbert Tcholignanou, vous-même, vous êtes à la tête d'une grande organisation syndicale. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec votre ministère de tutelle ou votre ministre de tutelle? Non, les rapports ne sont pas des rapports conflictuels. Au contraire, c'est des rapports de collaboration. Nous avons toujours été dans la dynamique de collaborer avec n'importe quel ministre. C'est vrai qu'avec certains, ça a été compliqué, mais nous espérons qu'avec le nouveau ministre, ces rapports de collaboration vont s'affermir pour le bien de nous tous, pour le bien des Togolaises et des Togolais qui sont souffrants ou bien qui sont en instance de tomber malade, pour le bien du secteur de la santé, pour le bien des acteurs de santé que nous sommes. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous parlons d'un truc qui est l'AMU, l'assurance maladie universelle. Vous comprenez qu'on ne peut pas la bâtir sans avoir un socle. Et ce socle-là, ce sont les agents de la santé, hommes et femmes, qui doivent être mis bien. J'aime employer l'expression bien, parce que c'est sur eux que va reposer toute l'architecture de l'assurance maladie universelle. Si on n'a pas des agents de qualité et en quantité qui font un maillage du territoire avec des structures sanitaires équipées pour donner des soins de qualité, nous n'aurons pas réussi. Vous parlez de qualité et vous parlez de quantité également. À la fois. Parce qu'en fait, l'AMU, c'est le principe même de l'équité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, parce que quelqu'un est pauvre, ne pas lui donner des soins de qualité. C'est-à-dire le riche doit avoir les mêmes soins que le pauvre. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui a un problème cardiaque, excusez-moi l'expression, qui doit subir une intervention chirurgicale ou bien qui doit avoir une action sur son cœur, qu'il ait les moyens ou pas, qu'il soit pauvre ou riche, il doit avoir le même traitement que le riche. Si on doit mettre un implant... Là, on met la vie au centre des actions. La vie au centre des actions, la vie en premier. La vie humaine. Humaine. Qui est la
richesse la plus importante de toutes les richesses. Vous le savez très bien. Et donc, quand vous confiez votre richesse qui est plus importante à des hommes et des femmes, il est normal que vous vous en occupez, que vous vous en préoccupez. C'est justement là l'essence même de notre action. Donc, nous sommes toujours là pour le rappeler aux autorités, pour dire que vous avez décidé de faire l'assurance maladie universelle. C'est une très bonne chose. Mais vous ne devez pas oublier qu'il est important de la construire sur la qualité, la quantité et les équipements nécessaires pour faire en sorte que chaque Togolais, partout où il est, puisse avoir des soins de qualité en temps opportun. Et si vous y insistez, c'est-à-dire que sur le terrain, ce n'est pas encore tellement ça. Ce n'est pas encore tellement ça. On va pas avoir de longue débat. Il y a un début, évidemment, qu'il faut saluer parce que il y a des réhabilitations qui sont en cours, qu'on a demandé depuis toujours. Aujourd'hui, le CHU Campus est en train d'être réhabilité, le CHU Kara également. Nous espérons que le CHU Tocoin, qui est le premier hôpital de notre pays, et l'hôpital de référence, va connaître le même sort. C'est notre souhait le plus tôt possible. Et à l'intérieur, il y a des centres qui sont construits, qui sont réhabilités aussi. Tout cela pour permettre le maillage du territoire et des soins de qualité accessibles aux plus pauvres et pas aux derniers, mais à tous les Togolais qui sont assez reculés. Donc nous devons veiller à cela. Notre souhait, c'est d'aller très bientôt sur le terrain pour voir de nos yeux ce qui se fait, parce qu'il est important que nous suivons cela de très près pour savoir ce qui se fait. Et éviter également que ces fonds investis soient détournés et utilisés pour d'autres fins. Je prends en exemple le fait que tout récemment, le gouvernement, par la Banque mondiale, a quand même équipé les hôpitaux en matériel assez important. Je parle de tout ce qui est literie, tout ce qui est choses là. On a vu que des efforts se font envoyés. Nous avons demandé ça depuis très longtemps. Et nous sommes heureux de voir aujourd'hui que cela se fait. Et donc, comme je vous dis, pour nous, c'est une question de continuer par à la fois mettre la pression, collaborer pour atteindre un objectif commun. Je pense qu'il faut qu'on se dise des vérités. Nous serons heureux de voir que ce que nous disons est écouté et réalisé. Visiblement, vous êtes monté à bloc pour accompagner le gouvernement afin que ces objectifs-là, pour que l'AMU se matérialise et que le plus pauvre soit pris en compte, tout comme le plus aisé. Absolument, nous devons le faire. Nous devons le faire, c'est pour ça aussi que nous invitons les organes gestionnaires à aussi accélérer dans le processus. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise de n'importe quoi. Les gens se plaignent également du fait que, à certains niveaux, ils n'ont pas les cartes encore, et ça traîne un tout petit peu. Donc, il faut faire en sorte que cet élément-là, qu'est l'AMU, qui est importantissime, que nous puissions tous y adhérer. Il ne faudrait pas qu'il y ait des polémiques autour. Donc, il faut demander aussi aux organisationnaires de faire en sorte d'être aussi à l'heure, au rendez-vous de l'efficacité. Il faut demander également aux acteurs du terrain que nous sommes, agents de santé, d'être aussi à l'heure du rendez-vous de l'efficacité. On ne peut pas y aller à tâtons. Nous devons évoluer en bloc. Aussi bien les organes gestionnaires et la restructuration du système de santé pour pouvoir réussir l'AMU. C'est fondamental. C'est un travail qui incombe à plusieurs. À plusieurs. Et moi, je pense qu'on doit avoir des cellules de coordination. On doit avoir des cellules... Bon, je pense qu'il y en a, peut-être que je ne fais pas partie, mais il y a des cellules de coordination pour qu'on puisse suivre l'évolution au même moment, pour savoir où est-ce qu'on en est, pour qu'il n'y ait pas de déphasage. Il ne faudrait pas qu'un soit en avance sur l'autre. Ça ne marchera pas. Parce qu'on va avoir des hiatus, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Mais quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aussi, en dehors de la qualité, de la quantité. Mais on a remarqué que des paramédicaux, du personnel administratif, etc., avaient été quand même, étaient désadmissibles au niveau du concours de recrutement, je crois, de décembre ou bien octobre. Maintenant, ils n'ont pas encore pris fonction jusqu'à ce jour. Et le ministre de la fonction publique leur donne, de concert avec son collègue de la santé, leur donne jusqu'au 27 de ce mois. Oui, c'est normal qu'on... Autrement dit, le lundi prochain. Oui, c'est normal qu'on fasse un rappel. Pourquoi ils boudent? Non, pas qu'ils boudent, je ne sais pas la raison, mais il y a une raison aussi fondamentale qui est intéressante à soulever. Cette raison-là, c'est l'attractivité de l'activité médicale. Il y a plusieurs spécialistes, par exemple, qui ont réussi au concours, qui ne vont pas y aller, qui disent qu'ils ne vont pas y aller, parce que j'estime que ce qu'ils gagnent en exerçant en privé est nettement meilleur que ce qu'ils vont gagner en étant agent de santé publique. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'ils se sont formés à leurs frais et j'estime qu'ils ne peuvent pas aller dans le public pour percevoir cela.
bon, ils ont passé le concours avec peut-être l'espoir d'être retenus peut-être dans la capitale et pouvoir faire de leur activité en parallèle. Mais si on les envoie à l'intérieur, ils vont dire qu'ils n'iront pas. Ils sont libres d'y aller comme de ne pas y aller. Mais par contre, là où c'est assez intéressant et que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est que la dynamique actuelle, c'est de faire en sorte d'inverser la courbe, de faire en sorte que nous puissions arriver, et c'est pour ça que nous appelons de nos voeux ce qu'on appelle la fonction publique hospitalière. C'est en fait un cadre qui nous permet de revisiter la rémunération, les droits et devoirs des acteurs de santé que nous sommes et d'en faire un secteur attractif. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux sur ça. Nous avons toujours dit que la rémunération des soignants au Togo est un problème. Ça, c'est une vérité. Et nous devons travailler à faire en sorte de l'améliorer nettement. J'avais eu l'habitude de dire que ce que nous gagnons au Togo, c'est des primes pour certains. Dans d'autres pays, c'est pas faux. Ça demeure ça demeure le cas. En dehors des efforts que nous faisons. Situation en dehors des efforts que nous faisons. n'est plus la situation en 2020 et 2005. Le salaire n'a pas trop changé jusqu'à présent. Voilà. Oui, mais c'est pas. Si on prend les deux secteurs, santé et éducation. 2020, 2025, il y a eu quelques, je vais dire quoi, quelques frémissements. Vous voyez, oui, quelques mais frémissements. Comparativement à 2005, non, ça n'est plus la même. C'est une vérité. Non, on va pas faire la langue de bois pour dire que c'est la même chose. Non, ça a évolué, positivement. Mais il reste on peut mieux faire. Non, on va mieux faire. On va mieux faire. Je vais pas dire on peut, mais on va. Parce que non, il faut qu'on accompagne à mieux faire. Donc, on va mieux faire pour pouvoir rendre le secteur hyper attractif et que les gens puissent venir. On doit pouvoir avoir un gynécologue à Bassar. Pourquoi ne pas en avoir? On doit avoir un gynécologue peut-être, moi, je sais pas moi, à Mandouri. Mais on n'en a pas aujourd'hui parce que on n'a pas encore créé de cadre pour pouvoir attirer les gens. Donc, il faut qu'on réfléchisse ensemble à ce cadre-là. Et ce cadre-là passe par la fonction publique hospitalière qui va déterminer les droits, les devoirs, le plan de carrière et toutes les commodités qu'il faut qui accompagnent cela. Et qu'on soit peut-être à Djarpanga ou bien à Lomé ou à Pekleme ou je ne sais où. Voilà, on doit pouvoir... Tout le monde doit se sentir à l'aise et travailler aisément. Donc c'est justement ça. Et n'oubliez pas qu'actuellement, il y a les hôpitaux mère-enfant qui vont être réceptionnés. Et pour ça, il faut qu'il y ait des gynécologues, il faut qu'il y ait des pédiatres en quantité suffisante. Et donc vous comprenez que... Donc il faut un recrutement. Évidemment. D'ailleurs, le ministre du Travail a annoncé 14 000 et plus de recrutements pour 2025. Rassurez-vous que la santé compte prendre une part importante de ces recrutements. Vous pressez toujours pour votre chapelle. Non, mais vous défendez toujours votre domaine. Nous défendons ce domaine parce qu'en fait, c'est le domaine qui prend en compte la richesse la plus précieuse de l'humain, la vie. La vie d'abord. La santé avant tout. Monsieur Joachim, est-ce que vous ne serez pas un homme heureux si, par exemple, à Zanguera, excusez-moi de localiser un peu votre habitation, d'accord? Bon, si, par exemple... Je suis en train de... c'est pas grave, d'accord. Là où vous êtes, vous avez un centre de santé bien équipé. Ou lorsque vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de quitter là-bas pour venir jusqu'au CHU pour vous faire prendre en charge. Ne serez-vous pas heureux? Très. Voilà. Donc, nous nous battons pour ça. Parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne que la vie, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Et que la vie ne doit pas être sujette à caution ou à politisation. Vous m'excusez, la santé ne doit pas être politisée. Moi, je le dis, je le répète. À qui veut l'entendre? Nous devons faire en sorte que, pour une fois, par rapport à la santé, nous nous mettions ensemble pour le bien de nous tous. Ce n'est plus une histoire de dire, ouais, pourquoi? Non, nous devons... Un riche peut tomber malade, les parents d'un riche peuvent tomber malade, et de même qu'un pauvre peut aussi tomber malade. Monsieur Joachim, et succomber. Il y a plusieurs cas auxquels nous avons tous assisté au Togo. Et j'aimerais dire qu'il n'y a pas de maladie encore qui permette que vous restiez en vie. Vous faites un infarctus du myocarde, Lomé-Paris, c'est 6 heures de vol, n'est-ce pas? Minimum. Vous pensez pouvoir tenir, peu importe quand vous avez fait un jet privé médicalisé. Vous ne tiendrez pas. Donc on a intérêt à développer la santé. Qu'on soit multimilliardaire ou pas, on a intérêt à ce que dans notre pays, on ait des centres de santé hyper sophistiqués, équipés, avec des agents de qualité et bien formés. Donc vous comprenez que c'est un enjeu national, c'est un enjeu vital. L'avenir même du pays en dépend. L'avenir du pays en dépend. Docteur Gilbert Tcholignanou, vous étiez aussi un des membres fondateurs du Synfort. Nous étions en 2005. Or, il existait déjà une panoplie de syndicats dans le secteur de la santé. Pourquoi a-t-il fallu à vous
autour donc du professeur David Dosset, docteur Atiwala et les autres, créer ou porter sur les fonds baptismaux le Saint-Vote? Non, de toutes les façons, il faut dire quelque chose de fondamental. Il faut remettre à César ce qui est à César, dit-on souvent. Le professeur David Dosset, quand il était rentré de l'étranger à l'époque, entouré des jeunes que nous étions, on a senti la nécessité de pouvoir créer une nouvelle émulation. On voyait bien les salaires qui étaient pratiqués dans le domaine. À l'époque, en 2005, la garde médicale, était payée à 1000 francs. CFA en 2005, d'accord. La prime de risque et contagion était à 3000 francs CFA. Vous avez même des gardes qui étaient payés à 500 francs pour les infirmiers paramédicaux en 2005. C'est des faits qu'il faut rappeler aux jeunes, parce qu'apparemment les gens ne savent pas d'où on vient. Et ils pensent que nous sommes dans des... Non, il faut le rappeler. Les gens, les médecins avaient des salaires de 100 000 francs CFA. Médecins, diplômés d'État, 150 francs CFA en 2005, à l'époque. Vous comprenez que c'était quand même une précarité ambiante. Et on a décidé, les anciens, nous, les jeunes et tout ça, on a décidé de créer une nouvelle dynamique qui a connu la création du Saint-Vote. Et le Saint-Vote, et tout le monde est d'accord là-dessus, a bousculé les codes, a changé la trajectoire. Aujourd'hui, les primes de guette qui étaient à 1000 francs sont passées à 2000 pour les personnels d'appui, 3000 pour les paramédicaux et 5000 pour les médecins en 2012. Et tout récemment, en 2022, c'était des gardes de 24 heures. Oui. Tout récemment en 2022, ces primes sont passées respectivement à 8 000 pour 24 heures, à 12 000 pour 24 heures et à 20 000 pour 24 heures. Waouh! Vous comprenez que le travail se fait. Ah! Vous prenez le personnel soignant. Et le gouvernement se montre disponible aussi et à votre écoute. Nous discutons, nous négocions, nous dialoguons. Et s'il le faut, nous usons de nos outils réglementaires pour demander à ce que le gouvernement nous écoute. Oui. Mais jamais nous ne serons partisans de l'anarchie. Ça, il faut le comprendre. Jamais nous ne serons le bras armé d'une quelconque intention politicienne. Jamais. Et vous l'avez dit la dernière fois. Je répète cela, que les gens comprennent très bien. Nous sommes dans une dynamique corporatiste. Nous nous battons pour que la santé au Togo soit la meilleure possible pour tout le monde et de manière équitable. Voilà. Nous ne sommes pas une chapelle politique. Et ça, je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Qu'on nous fasse des procès d'intention ou qu'on nous condamne, qu'on nous juge, peu importe, nous avançons. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que chaque Togolais, c'est chaque Togolais, quel qu'il soit d'un parti ou d'un autre, ou qu'il ne soit pas politique, qu'il puisse avoir des soins de qualité. Et nous sommes disposés à le faire. Et c'est à cela. Et c'est pour ça que lorsqu'on ne va pas, nous le disons aussi. Sans avoir foi aux yeux de le dire, de dire la vérité, pas en disant que non, ça c'est pas bon, mais quand c'est bon aussi, nous le dirons. Et quand c'est bon aussi, vous le dites le plus souvent, ici même sur cette antenne, puisque vous avez dit qu'on vient de distribuer beaucoup de matériel, de lits, etc. à travers le pays, vous l'avez dit. Alors, docteur Gilbert Tcholianou, votre syndicat a 20 ans. Si aujourd'hui vous êtes demandé, je ne sais même pas, 20 ans c'est vrai, c'est pas peu, c'est beaucoup, mais quand même, vous avez eu à faire des actions. Si en résumé, on peut résumer de manière succincte, quelles sont les grandes actions qu'on peut mettre à votre actif aujourd'hui? Permettez-moi que le docteur Gilbert Tcholianou, qui est donc le nouveau secrétaire général reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans, et avec le nous parlons bien évidemment des actions que son syndicat mène. Et vous, je vous avais posé la question, 20 ans, c'est beaucoup, et mais également peu, puisque vous avez encore de l'avenir devant vous. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui comme activité phare ou plausible, action voudrais dire, à votre actif? Non, beaucoup. Les primes de garde, les primes de risque qui ont changé. Et les primes de risque, nous comptons, dans la perspective, j'en parlerai, si vous me permettez. Les primes de garde, le salaire qui a bougé un petit peu, les primes de risque, les recrutements, voilà, qui ont aussi connu un essor de 2008 à 2018. Le gouvernement a recruté 5 000 agents de santé, mais de 2019 à 2024, on a recruté sur sur une période assez courte, encore 5 000 agents de santé. Vous voyez qu'on a fait un saut quantitatif. On a doublé, et en même temps très court, on a doublé la mise. C'est-à-dire que ce qui a été fait en 10 ans, on vient de le faire en 5 ans. Vous voyez, donc la dynamique est là. Votre pression ayant contribué aussi? Oui, notre pression, notre stratégie de discuter, de négocier, de dialoguer, en mettant aussi à côté nos outils syndicaux d'action. Voilà, mais en restant dans la légalité. Ça, c'est important de le préciser. Et tout cela
porte des fruits. Ce n'est pas encore parfait. Oui. Nous voulons aller plus loin parce que notre ambition, c'est de moderniser le système de santé. Donc, vous voyez que vous le martelez toujours. Le Syinfot a apporté un plus. Vous avez réussi à faire le maillage de tout le territoire également. Oui, oui, on a réussi à faire ça. Nous sommes partout. Jusque dans les coins les plus improbables du pays, vous avez un agent de santé qui est syinfotiste et qui est responsable du Syinfot. Ce qui fait que l'autre fois, à notre congrès, on a eu plus de 100 délégués et c'était assez intéressant, c'était assez impressionnant. Je pense que nous le devons à notre crédibilité et au fait que nous touchons des réalités qui concernent les gens de santé et que nous apportons des solutions également et les gens voient ces solutions se matérialiser. Et vos membres se sentent-ils fiers de vous, de vos actions? Les membres sont fiers de nos actions. Et comme je le disais au début, je l'avais dit quand même qu'il fallait donner ce qui était à César. Il faut reconnaître que nous avions reconnu les mérites du professeur David Dosset, qui est un des pionniers de l'organisation, que nous avons donc primé et en le déclarant président honoraire, donc président à vie, de même que le professeur Atiwala, qui est devenu secrétaire général honoraire de l'organisation. Voilà, donc nous leur devons l'existence du Syinfot et nous sommes conscients du fait qu'ils sont un atout pour nous, pour la suite des actions que nous avons de cette lutte syndicale. Alors, docteur Gilbert Tcholignanou, le vendredi dernier, par rapport aux élections, vous étiez le seul candidat en liste. Pourquoi vous avez poussé ou bien bloqué hors de l'élection les autres, ou bien vous avez empêché les autres de candidater? Non, on n'a empêché nulle personne de candidater. On n'était pas forcément les seuls, il y avait quand même des prétentions qui étaient avérées. Mais ce qu'il faut dire, c'est que globalement, les choses se dessinent d'elles-mêmes. Et j'aimerais dire quelque chose de fondamental. Lorsqu'on ambitionne à gérer une organisation, il est important aussi d'éviter d'avoir des casseroles. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je voudrais dire ceci, c'est que nous devons faire en sorte que nos responsables puissent, autant que faire se peut, respecter les codes éthiques. C'est important. Autant que faire se peut, être des acteurs de la bonne gouvernance. Et justement, parlant de bonne gouvernance, c'est l'un des piliers de notre action future. Nous avions commencé par en parler. Nous avons dit que notre mandat sera sous le sceau de l'amélioration de l'accueil dans les structures de santé. Et ça, j'y tiens particulièrement. Et avec l'appui de certains partenaires, je pense que dans les jours à venir, nous allons lancer une grande campagne pour pouvoir sensibiliser tous les gens de santé à améliorer l'accueil dans les structures de soins, ce qui est fondamental, à essayer de lutter contre les mauvaises pratiques et à aller à la bonne gouvernance. Justement, en parlant de mauvaises pratiques, je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a très longtemps, bon pas très longtemps, quelque temps, on accusait que les gens de santé, infirmiers, médecins, ainsi de suite, sans accuser la gouvernance même, l'administration. Voilà une situation qui s'est posée et que je dois dénoncer. Les hôpitaux nous disent tout le temps qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons toujours dit qu'il était important que les hôpitaux gèrent bien ce que nous produisons. Les recettes. Nous qui sommes les acteurs, qui produisons ces recettes-là, que ces hôpitaux gèrent bien. À chaque fois, vous allez voir qu'il y a des problèmes entre les hôpitaux, administration hospitalière, et les soignants que nous sommes, parce que quand nous allons vers eux pour des choses, ils disent toujours qu'il n'y a pas d'argent. Voilà un centre de santé de notre pays, je ne donne juste pas le lieu, où un agent comptable a été coupable d'une malversation financière à hauteur de plus de 100 millions. Ça s'est passé il y a quelques années aussi, dans un centre aussi, où un agent comptable, évidemment c'est des fonctions du Trésor, a été coupable à une échelle similaire, à peu près 80 millions. Comment pensez-vous que pour l'exercice d'une année, une personne, un individu, puisse, par devers lui, maquiller jusqu'à 100 millions dans les structures sanitaires ici au Togo? Oui. Je vous parle d'un fait qui ne date pas, il y a quelques jours seulement. Qui réalise des dépenses sans mandat à plus de 50 millions. Vous cumulez les deux, vous êtes à plus de 150 millions sur une seule année. Alors, et vous nous dites qu'il n'y a pas d'argent dans les hôpitaux pour pouvoir répondre aux besoins. C'est pour ça que, sur votre chaîne, j'appelle officiellement de manière solennelle tous les centres de santé
a demandé à ce qu'on recalcule les ristournes. Les ristournes, c'est des rétributions qu'on fait aux soignants en fin d'année sur les recettes globales des structures. Donc, je demande à tous les centres de santé du Togo, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, de demander à la direction de recalculer les ristournes. Nous devons voir les vraies recettes. D'autant plus que la machination allait très loin. Une complicité entre la personne responsable et la structure bancaire qui a délivré de faux relevés, s'il vous plaît. Pour justifier, maquiller ces malversations. Nous ne pouvons pas... Et vous allez laisser cette malversation financière? Non, comment laisser? Vous parlez de quoi, monsieur Georges? Vous me connaissez très bien. Nous allons demander... Donc on vous jettera la figure, vous n'êtes pas l'État. Non, on n'est pas l'État. Nous allons inviter l'État à assumer ses responsabilités. Nous allons demander au ministère de la Santé de procéder à l'audit de tous les hôpitaux du Togo. Voilà. Audit financier et administratif. Nous allons envoyer un courrier en ce sens-là. Donc, nous demandons au jour d'aujourd'hui à tous les gens de santé de veiller à ce que leurs délégués aillent aujourd'hui même voir l'audition pour leur demander de recalculer les ristournes. Et nous voulons les voir payer avant février. Ah oui, parce qu'on nous va... C'est un appel vous lancez. Oui, oui. Donc, même dans les hôpitaux publics, où nous crions, et vous disiez qu'on équipe, il existe des agents de l'État. Même les subventions de l'État pour les soins, pour les personnes démunies. Il y a des directions d'hôpitaux, il y a certains, on a des preuves, qui sont arrangées pour maquiller les dépenses, pour dire que l'argent envoyé pour les subventions sont finis. Mais pourquoi les gens n'aiment pas pourquoi les gens n'aiment pas un trimestre d'activité, on vous dit que non, il n'y a plus de subventions pour les démunis. Mais quand même, l'État envoie de l'argent. Les gens maquillent cela et font de fausses factures pour dire que voilà, que non, il n'y a plus d'argent. C'est pas normal. Mais qui peut arrêter cette émotion? Donc, nous demandons ce que, nous allons envoyer un courrier au ministre de la Santé pour lui demander ce que, dans les comités de trésorerie, on accepte que les délégués syndicaux et du personnel puissent siéger. Nous devons voir les comptes. Nous allons ensemble procéder à l'évaluation des comptes, des recettes. Et même, il faut réformer l'équipe qui gère l'argent que génèrent les hôpitaux. Et même, je pense que même les relevés bancaires maintenant, il faut qu'on en doute. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Puisque si on arrive à fabriquer des faux, c'est qu'il y a un problème. Non, il faut qu'on arrête. Jusqu'à 100 millions. Je vous parle un seul individu. Ben oui. Je vous parle de ça. Dans les structures sanitaires en l'État. Je vous parle de ça. Donc ça veut dire la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Ce n'est pas parce que quelqu'un a vendu une seringue on sort son nom, on sort un truc pour dire qu'on l'a puni. Un infirmier, parce qu'il a vendu une seringue, ça, on n'aura même plus ça. On n'aura plus de vente de médicaments parallèles. Dans les hôpitaux, c'est fini. L'accueil sera notre credo. La bonne gouvernance, comme je l'ai dit bientôt, lorsque vous allez à l'hôpital et que quelqu'un vous demande de l'argent, appelez-moi. Nous allons mettre un centre d'appel pour que les gens puissent dénoncer cela. Parce qu'il faut qu'on arrête ces manières de faire. Nos hôpitaux doivent être des lieux vertueux. Parce que les gens viennent avec des souffrances. Et on ne peut pas s'enrichir sur la souffrance des gens. C'est pas tout ça. Alors, M. Tcholenganou, face à cela, le président de la République fait ses efforts pour que les hôpitaux soient équipés, qu'on en construise de nouveaux et tout. Qu'est-ce que vous avez à lui dire par rapport à cette action-là ou bien ce détournement des deniers publics? C'est pour vous dire que nous y verrons nous-mêmes. Nous l'encourageons à continuer par construire les hôpitaux, à les équiper et à nous payer de bons salaires. Parce que c'est important. Voilà. Mais, nous allons veiller à cela. Donc j'appelle à ce que tous les agents de santé s'intéressent à la gestion de leur centre. Nous ne pouvons plus rester spectateurs. Voilà. Non, nous devons. Et qu'un individu envoyé par le ministère des Finances puisse lui seul garder par devant lui des millions. L'argument est simple. Ils vous disent qu'ils paient les fournisseurs. Ils n'ont pas d'argent. Ils ne paient pas les primes de garde. Ils traînent sur des trucs et tout. Au même moment, ils s'en mettent plein les poches. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Au même moment, nous avons des camarades contractuels qui sont à la retraite. Leurs pensions ne sont pas encore versées. Actuellement, parce qu'il y a un blocus au niveau des finances. Même les ressources annuelles dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes vent debout contre tout ça. Voilà. Les autres Togolais qui vous écoutent veulent aussi participer au débat. Nous avons Pélé en ligne. Pélé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Pélé. Bonjour, monsieur Pélé. Ok, je pense que ces Togolais-là sont fâchés ce matin. Docteur, tout ce que vous êtes en train de dire, ce sont des faits avérés. Donc, ce que le chef de l'État nous a dit en 2012, que dans l'administration, on fait de la facturation, il n'a jamais contrôlé ça. Il fait travail sur ça.
aucun travail sur ça. Alors, moi, ma préoccupation majeure aujourd'hui, est-ce que dans un pays, il faut faire des grèves, il faut forcer, il faut crier avant qu'on construise des hôpitaux dans nos pays? D'accord, bien noté, Monsieur Pelé. Nous allons accueillir notre intervenant qui est en ligne avec nous, c'est Monsieur Gado. Bonjour. Allô, bonjour, Jacques. Oui. Bonjour, Monsieur le docteur. Bonjour, Monsieur Gado. Bon, Monsieur le docteur, Petron Gate, l'enquête n'est pas fermée. Covid Gate, l'enquête n'est pas fermée. Maintenant, nous rentrons dans l'hôpital Gate. Est-ce que ça sera fermé? Merci, bonne journée. Non, vous avez dit fermé. Oui, l'enquête est ouverte. On n'a pas de résultat. D'accord, ok. D'accord. Auditeur en ligne sur le 92 02 80 63, c'est Kanidek. Bonjour. Bonjour, Jacques. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour, Monsieur Kanidek. Ok, tout d'abord, moi, je tiens à vous féliciter. Bon, ce que moi, j'aimerais vous demander, et vous êtes au moment, et le syndicat a toujours défendu le droit des syndiqués ou bien des employeurs, des employés. Bon, ce que moi, j'aimerais vous demander, en milieu sanitaire, bon, si on prend par exemple les centres publics, et l'assainissement des milieux, est-ce que vous voyez à ça? Parce que, bon, dans 2 centres de santé, vous êtes hospitalisé 2 jours, 3 jours, 1 semaine, vous revenez à la maison avec des maladies, oui, vous avez raison, oui, c'est bon, ça. Le côté là, est-ce que le syndicat pense sérieusement sur ça? D'accord. Très bien noté, Kanidek. Et nous accueillons M. Agbovon. Monsieur Agbovon, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui. Bonjour, monsieur le docteur Solegnani. Bonjour, Monsieur Agbovon. Ok. Moi, ce qui m'intrigue, est-ce que, excusez-moi, nous sommes au 21e siècle. Il n'y a pas une traçabilité des paiements ou bien. Ah, d'accord. Très bien noté. Et ce serait tout. Est-ce que, au regard de ce que vous aviez eu à dénoncer tout à l'heure, il n'y a pas de traçabilité dans la gestion des fonds publics? Monsieur dans les Joachim, structures il y a une étatiques? précision que je vais faire, Oui. et ça va encore créer une polémique. Le fait s'est déroulé dans un centre de santé contractualisé par le ministre Midiawa. C'est-à-dire que on nous a vendu la réforme de la contractualisation comme étant la solution pour éviter, enfin pour la bonne gouvernance. Oui, pour la bonne Les gouvernance. faits dont je parle se sont déroulés dans un centre contractualisé. Et donc, deuxième appel, le ministre Midiawa en son temps avait demandé à ce que l'OMS fasse une évaluation de sa réforme. Je parle de sa réforme parce que c'est lui qui a ramené. Je demande à l'OMS, de manière solennelle, de rendre public, par voie du ministre de la Santé actuel, les conclusions de l'évaluation opérée. Parce qu'on ne peut pas nous faire une évaluation et la garder dans un tiroir. Il faut qu'on sache ce que l'OMS en pense. Et maintenant, troisième appel, et ça ce n'est pas mon appel parce que le gouvernement l'avait demandé. Il y a un document du Conseil des ministres qui demandait cela. Le gouvernement a demandé au ministre Midiawa, dans le temps, de procéder à un audit et à une évaluation. Donc nous demandons maintenant l'audit du système de gestion même de la contractualisation. Voilà. Il faut qu'on aille auditer l'organe de gestion qu'on appelle OIGH, dirigé par un certain Michel quelque chose que je ne connais pas. Voilà. Mais il faut qu'on nous audite cela pour qu'on comprenne comment Ce qui a été comment fait est-ce qu'on pour peut la expliquer gestion. qu'une structure qui est censée veiller à la bonne gouvernance soit présente dans un centre et qu'on puisse avoir ce niveau de malversation financière. Oh, c'est exagéré. Alors, Pelé lui disait, ça dit que quand des choses comme ça se passent, ça dit qu'on n'a pas travaillé vraiment sur les supposés, je dirais. Hein. Bon, peut-être comme c'est le chef de l'État qui a dit, peut-être il a tous les éléments de la surfacturation. Non, je pense qu'aujourd'hui, un travail se fait. Ce dont je vous parle, je ne pense pas que ce soit inconnu, ce n'est pas inconnu, Oui. et du ministère des Finances et du ministère de la Santé qui font un travail autour. Je D'accord. pense que, et c'est pour ça que je dis que nous allons appeler à plus d'audits des centres de santé pour qu'on aille déceler ces magouilles-là qui s'y opèrent. Nous nous engageons
à lutter contre nos camarades qui font de la mauvaise pratique. La preuve, c'est que avec le ministère, nous nous entendons sur des cas où si c'est avéré qu'un camarade a fait de mauvaises pratiques, il est sanctionné. Et si des enquêtes sont ouvertes, pensez-vous qu'elles seront fermées aussi? Nous y verrons. En tout cas, dans la santé, elles ne seront jamais restées ouvertes éternellement. Non, on y verra, ça sera fermé, forcément. Ah oui, les milieux hospitaliers, les centres de santé, vraiment, il y a des eaux puantes, beaucoup d'odeurs qui ne sont pas, je dirais qui ne sont pas commodes, des choses bizarres, alors que c'est un milieu qui doit être sain. S-A-I-N. Oui, S-A-I-N, ça, oui. C'est pas S-E-I-N. Oui, voilà. non, justement, nous y veillons. Est-ce qu'on travaille sur l'assainissement dans les hôpitaux? Comme je vous l'ai dit, nous avons un projet en cours. Et vraiment, j'en appelle, c'est mon vœu le plus cher que ce projet-là, on le commence le plus tôt possible. Et ce projet parle de quoi? De l'accueil, ok, de l'hygiène hospitalière, oui, hygiène hospitalière, et de la lutte contre les mauvaises pratiques. C'est les trois éléments que nous mettons dans le projet. Et donc, quand nous allons lancer le projet, nous allons créer des structures qui vont veiller. Dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle les comités de santé et sécurité au travail et les comités d'hygiène. Ça existe. Et donc, c'est pour leur donner plus de force pour qu'ils puissent agir et veiller à ce que les gens ne viennent pas tomber encore malades en venant se soigner à l'hôpital. Voilà. C'est fondamental. On accompagne un frère à l'hôpital et on revient avec une maladie. Ce n'est pas normal. Et vous appelez nosocomiales. Maladie nosocomiale. Donc c'est justement pour ça que c'est un ensemble de choses qu'il faut faire. Il y a les villages des accompagnants, il y a des trucs à faire. Même les heures de visite, qui vient, le nombre de gens qui doivent venir. C'est un ensemble de choses que nous devons structurer. Et la dynamique, je pense qu'elle est enclenchée pour qu'on ait un hôpital moderne au Togo. Vous avez un nouveau mandat, 5 ans devant vous. Quelles sont les perspectives? Perspective, première des choses, améliorer l'accueil. J'y tiens. Améliorer l'accueil, l'hygiène hospitalière, lutter contre les mauvaises pratiques, lutter contre la corruption dans la santé. À tous les niveaux. Je vais vous donner juste un exemple. À tous les niveaux. La dernière fois, il y avait une dame qui était partie à l'hôpital pour des affaires du cœur. Maintenant, étant devant la praticienne, bon, disons, le médecin, excusez-moi, pour ne pas donner trop d'indices, alors, le médecin a réussi à énerver davantage, je dis bien, la dame qui avait des problèmes de cœur en venant en consultation chez elle. C'est pas bien. Je me suis dit, mais quel genre d'accueil? C'est pas bien. Donc vous voyez que c'est important qu'on parle de l'accueil. Moi, je pense que si nous arrivons à régler le problème de l'accueil, à nous rendre plus accueillants, mieux accueillants encore envers les patients, ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Ça veut dire que même les autorités vont se rendre. Parce qu'aujourd'hui, la seule accusation que nous avons, c'est le mauvais accueil. Vous vous rendez compte? Donc, une fois qu'on aura changé ça, je pense que ça va ouvrir beaucoup de portes. C'est ça que j'invite les amis. En dehors de l'accueil, la lutte contre les mauvaises pratiques, la corruption et l'hygiène hospitalière, il y a un élément qui est aussi important, c'est la fonction publique hospitalière. Parce qu'il est important que nous y travaillons sur les droits, devoirs et rémunérations pour rendre le milieu plus attractif, pour éviter que des gens ne refusent d'aller à leur poste si on les y affecte. Certains à cause des gains. Nous devons essayer de voir comment on procède à cela. Troisième chose, c'est la convention collective pour la santé. Parce que le secteur, sectoriel, le secteur privé, dans notre pays, il est laissé à l'abandon quasiment. Il faudrait qu'on ait une convention collective sectorielle pour la santé et nous allons travailler avec les syndicats du privé. C'est aussi important. Et il y a d'autres éléments que je ne peux pas déballer ici, mais soyez rassurés. Le siège aussi, nous sommes en train de construire le siège, de l'étendre. Nous allons continuer par l'étendre. Et nous avons l'intention de créer une mutuelle pour pouvoir permettre à avoir des retraites complémentaires et des assurances civiles dans notre secteur de santé. Voilà. C'est assez important. C'est important. Docteur Gilbert Tcholignanou, plein succès à vous. Et j'ai un dernier projet pour les journalistes. Je l'avais annoncé il y a un temps, c'est de voir comment on fait pour faire un bilan de santé. Waouh! De manière globale. C'est un souhait et je pense pouvoir réaliser cela. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pensé au moins aux journalistes pour que nous puissions faire du bilan de santé parce que les crises de myocarde, comme vous l'avez dit, les journalistes aussi ne sont pas épargnés. Merci madame, merci monsieur, vous tous qui nous avez reçus chez vous ce matin, ce fut un plaisir. Également, Coco le Parisien.